La Nouvelle-Orléans a abrité de vrais pirates comme Sean Lafitte. Quel meilleur lieu pour le spectacle des pirates des Caraïbes qu'ici? De nombreux journalistes de la presse écrite et télé étaient présents pour couvrir l'ouverture. 1966 a été une année de première fois. Elle a vu la première apparition de Nolan Ryan comme lanceur et le premier tube numéro 1 des Troggs qui était Wild Thing, qui a fait chanter nos cœurs. 1967 verrait la fondation de la société automobile Hyundai, l'invention du langage de programmation Logo et la sortie du premier jeu de société qui vous permettrait de couler le cuirassé de votre meilleur ami. J'ai coulé ton navire. Mais attendez, ce n'est pas tout. Pink Floyd a sorti son premier single, Hank Aaron a réussi son seul home run sans sortir la balle du terrain et quelqu'un a eu la brillante idée de choisir Peter Sellers pour jouer James Bond dans Casino Royale. Je m'appelle Bond. James Bond. Pas ce Casino Royale. Bienvenue à Fals, Monsieur Volt. Voilà, et maintenant nous allons vous faire découvrir les actualités, la culture, le sport, le divertissement et tout ce qui était étrange en 1967, parce que c'est Timeline. D'accord, faites attention au triple, parce que cet épisode est entièrement consacré à 1967. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse le plus des années 60. Prêt à découvrir ce qui s'est passé quand Grace Slick cherchait quelqu'un à aimer? Je veux gagner pour moi. Laisse tomber et laisse-moi tranquille. En 1967, chaque jeune homme américain faisait face à la possibilité d'être appelé sous les drapeaux et envoyé au Vietnam. Carl Wilson des Beach Boys devait se présenter à sa commission de conscription LOCA le 3 janvier, mais il ne l'a pas fait. 17 jours plus tard, il a demandé le statut d'objecteur de conscience. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Il a donc ensuite été inculpé, arrêté et condamné à des travaux d'intérêt général auxquels il ne s'est pas non plus présenté. La femme qui a porté plainte a dit qu'il était maquillé en indien. Ouais? La réalité, mec, la réalité. Je voyais le centre de la Terre, la création. Comment tu t'appelles, fiston? Tu ne connais pas mon nom? Je m'appelle Blue Boy. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Cardwheels? Des morceaux de sucre. Je parie que ton bookmaker a pris ce LSD dont on entend parler. Le 14 janvier, entre 22 000 et 30 000 personnes se sont rassemblées au Golden Gate Park de San Francisco pour le Human Being. L'événement, destiné à calmer les tensions entre militants anti-guerre, défenseurs de la liberté d'expression et le mouvement hippie naissant, comptait parmi ses intervenants Timothy Leary. Allumer, syntoniser, Rob. Et des groupes comme The Grateful Dead. L'affluence massive a stupéfié les Américains, transformant Haight-Ashbury en une destination pour les jeunes et lançant le Summer of Love. Les Rolling Stones devaient apparaître dans l'émission Ed Sullivan le 15 janvier et le groupe prévoyait d'interpréter leur tube « Passons la nuit ensemble ». Mais les producteurs ont trouvé cela trop osé et leur ont demandé de changer les paroles en une version nettement plus fade « Passons un moment ensemble ». Malgré leur réputation de mauvais garçons, les Stones ont accepté. Cependant, Mick Jagger levait les yeux au ciel devant la caméra à chaque fois qu'il chantait la phrase modifiée. Les Stones étaient alors prêts à collaborer avec Sullivan, mais les Doors, eux, beaucoup moins. Le groupe est passé dans l'émission le 17 septembre pour jouer leur tube Light My Fire. Sullivan leur a toutefois demandé de modifier la phrase « Girl, we couldn't get much higher », ce que Jim Morrison a accepté. Mais lorsque le moment est venu, Jim Morrison a chanté les paroles originales, ce qui a conduit Sullivan à les bannir à vie. Le premier test en orbite basse pour le programme Apollo était prévu pour le 21 février, mais il n'aura jamais lieu. C'est parce que lors d'une répétition le 27 janvier, un incendie s'est déclaré dans la cabine, détruisant le module et tuant tragiquement les membres d'équipage Gus Grissom, Ed White et Roger B. Chaffee. Une enquête ultérieure a révélé que l'incendie était dû à un problème électrique. Ces hommes respiraient de l'oxygène pur. D'une certaine manière, ils faisaient partie de cette catastrophe survenue en une fraction de seconde. S'il y a une consolation à tirer de leur mort, c'est sans aucun doute qu'elle a été instantanée. Je ne suis pas nerveux. C'est toi qui es nerveux. Je sais que tu es nerveux. Je ne suis pas nerveux. Allez, avoue-le, tu es nerveux. Je ne suis pas nerveux. Tu veux dire que tu ne l'es même pas un peu? Je ne suis pas du tout nerveux. J'ai vomi il y a peu de temps. Je le savais. Je savais qu'il était nerveux parce que dès que je t'ai vu ce matin, tu m'as semblé contrarié. Mais c'est compréhensible.
C'est notre premier grand spectacle comique, tu sais, et moi aussi je suis un peu nerveux. Vraiment, une fois que tu auras vomi, tu te sentiras beaucoup mieux. Le jour de la Saint-Valentin, Aretha Franklin s'est rendue aux Atlantic Recording Studios pour enregistrer une reprise du tube de 1965 d'Otis Redding, Respect. Fan de la version originale, Aretha la chantait déjà en concert depuis quelques années. Avec un peu d'aide de ses sœurs, Emma et Caroline, elle a féminisé les paroles et remanié la rythmique pour l'adapter à son style syncopé, fait d'arrêt et de reprise. Le 3 juin, elle atteindrait la première place aux États-Unis, faisant de ce morceau le premier succès de Franklin. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Je vais vous montrer comment McDonald's prépare un sandwich Big Mac. Ça commence ici avec un pain légèrement grillé, puis un hamburger de pur bœuf, une tranche de fromage au cheddar et un peu de laitue fraîche et croquante. Ensuite, notre sauce secrète, des cornichons à la nette croquants et le dessus du pain au sésame. Voici le sandwich, le nouveau sandwich Big Mac de McDonald's pour les gros appétits. McDonald's, tu vas jouer. En 1922, une femme non identifiée, en convalescence après une tentative de suicide en Allemagne, a affirmé qu'elle était la grande-duchesse russe Anastasia Romanov, que l'on croyait morte. La femme, qui allait devenir connue sous le nom d'Anna Anderson, a été rejetée comme imposteur par la famille d'Anastasia, mais a reçu le soutien de plusieurs de ses connaissances. Néanmoins, le 28 février 1967, le tribunal de Hambourg a rejeté la demande d'Anderson. Des décennies plus tard, un test ADN révélerait qu'Anderson était en réalité Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise ayant des antécédents de troubles mentaux. En parlant de la Russie, le 9 mars, Svetlana Alliluyeva, la fille unique de Joseph Staline, a fait la une des journaux en faisant défection aux États-Unis. Après la mort de mon père, j'ai peut-être perdu beaucoup de foi. Alliluyeva a pris cette décision en Inde, où elle était venue répandre les cendres de Kunwar Brahujesh Singh, l'homme qu'elle aimait sans pouvoir l'épouser légalement. Après avoir contacté l'ambassade américaine, l'ambassadeur Charles Bowles lui a rappelé ses enfants en Russie, mais il a accepté sa demande après qu'elle ait menacé de révéler que les États-Unis refusaient l'asile. En novembre 1966, les Beatles ont commencé à travailler sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album qui marquerait la transition entre l'ambiance expérimentale, bien que encore assez traditionnelle, de Rubber Soul et les morceaux nettement plus éclectiques qui allaient en suivre. Pour concevoir la pochette, le groupe a fait appel aux artistes pop Peter Blake et Jan Howard, qui, selon la légende, ont eu l'idée d'une photographie du groupe fictif Lonely Hearts Club Band, posant avec un public devant lequel il s'était produit. Cette photographie, qui représenterait le groupe devant un collage de visages célèbres, dont Mae West, Aleister Crowley, Lenny Bruce, Laurel et Hardy, et l'ancien Beatle Stuart Sutcliffe, a ensuite été prise le 30 mars. Si vous regardez attentivement la pochette de l'album, vous verrez 2 personnes qui volent et 2 qui continuent. C'est juste une petite blague interne. Merci d'informer Madame Stutter que son cousin est là pour lui présenter ses respects. Oh. Voulez-vous attendre dans le salon ? Ici, cela ira très bien. Un homme dont le visage est depuis longtemps familier à ceux qui vivent à Collingwood. Un homme qui a parcouru une grande distance, mais qui porte encore au plus profond de lui une âme façonnée par le pays lointain d'où il vient. Oh madame, si vous le voulez bien, vous pouvez lui dire que c'est Barnabas Collins. Les New York Mets ont signé le lanceur débutant Tom Seaver pour améliorer leur rotation après avoir gagné une loterie suite à l'annulation de son contrat avec les Atlanta Braves. Le premier départ de Seaver pour les Mets s'est terminé sans décision, mais grâce au coup de circuit de Tommy Davis et au sauvetage d'Ed Shaw, Seaver obtiendrait la première victoire de sa carrière le 20 avril. Elvis Presley a épousé Priscilla Beaulieu le 1er mai. Le mariage, qui n'a duré que 8 minutes, a eu lieu dans une suite privée de l'hôtel Aladdin à Las Vegas. Elvis portait un smoking noir et Priscilla portait une robe en organza achetée en magasin et un diadème en strass. Le couple a ensuite fêté l'événement lors d'une réception avec environ 100 invités où ils ont dansé leur première danse sur la chanson Love Me Tender d'Elvis. C'était l'un des meilleurs matchs de hockey que j'ai vus. Oui, un match éprouvant pour nous, Bart, et surtout cette année du centenaire, et battre une grande équipe de hockey comme les Canadiens de Montréal et leurs supporters qui tiennent à en faire partie, nous sommes fiers d'avoir pu les battre. C'est une excellente équipe de hockey. La finale de la Coupe Stanley 1967 a vu les Maple Leafs de Toronto affronter les Canadiens de Montréal.
La dernière finale de la Coupe Stanley des 6 équipes originales s'est jouée en 6 matchs, remportés 4-2 par les Maple Leafs. Les Leafs, avec une moyenne d'âge de 31 ans, étaient de l'équipe la plus âgée à remporter la Coupe. Et espérons qu'ils ont profité de cette victoire car l'équipe n'est jamais retournée en finale de la Coupe Stanley depuis. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez est considéré par certains comme l'un des plus grands romans jamais écrits et il a été publié pour la première fois à Buenos Aires le 30 mai. C'est le plus grand roman écrit, dans quelque langue que ce soit, depuis la mort de William Faulkner, révélant des vérités éternelles sur la nature humaine. Le livre, qui suit 7 générations de la famille Buendia dans la ville fictive de Macondo, s'est avéré être une œuvre marquante du genre du réalisme magique et l'un des ouvrages clés qui ont valu à Marquez le prix Nobel de littérature en 1982. C'est encore un long combat judiciaire qui nous attend et il faut simplement être patient, mais la justice avance lentement. En 1959, Richard Loving, un homme blanc, et Mildred Loving, une femme d'origine amérindienne et afro-américaine, ont été condamnés pour avoir enfreint une loi de Virginie qui criminalisait le mariage entre blancs et non-blancs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit que vous deviez faire ? Étiez-vous censé divorcer à une date ultérieure ? Le couple a fait appel de leur condamnation devant la Cour suprême des États-Unis et le 12 juin 1967, la Cour a unanimement annulé la loi pour violation de la clause de protection égale. Cette décision a aboli toute restriction raciale sur le mariage aux États-Unis. Sidney Poitier, dans un rôle à la hauteur de ses talents récompensés par un Oscar, incarne l'enseignant qui affronte le groupe de rebelles le plus indomptable que Londres ait jamais connu. Ces gamins sont des démons incarnés. Oh, désolé. Et voici Lulu, l'une des chanteuses pop préférées d'Angleterre. Regarde-moi, oui, je suis paresseux. De quoi allons-nous parler ? De la vie, de la survie. L'amour. Douceur with Love est un film très particulier qui touche au cœur de ce que signifie être jeune. Cet homme va maintenant démontrer la bonne procédure pour se raser et se laver sur le terrain. Blake, essaie de le raser. Maintenant ? Reisman, vous aurez l'amabilité de demander à vos hommes de se débarrasser de leurs armes. Vous devez être fou, cela pourrait bien en donner l'impression. Le Human Being a peut-être lancé le Summer of Love, mais le Monterey Pop Festival qui s'est tenu à Monterey, en Californie du 16 au 18 juin, a vraiment tout accéléré. Le festival qui a introduit le mouvement hippie et Flower Power au monde accueillait des groupes comme Steve Miller Band, Jefferson Airplane, Country, Joe and the Fish, Canned Heat, The Birds, Eric and the Animals, Simon and Garfunkel, The Mamas and the Papas, et The Grateful Dead. Il a également accueilli les premières grandes performances américaines de The Who et de The Jimi Hendrix Experience, ainsi que le premier grand concert de Janis Joplin. La première production télévisée multinationale et multisatellite s'appelait Our World et elle n'a pas été diffusée en direct le 25 juin. Il y a les satellites Early Bird et Canary Bird au-dessus de l'océan Atlantique, ainsi que l'ATS-1 de la NASA et l'Arny Bird au-dessus du Pacifique. 14 pays ont participé, ce qui a permis de réunir une audience comprise entre 400 et 700 millions de personnes. Le spectacle mettait en vedette des artistes célèbres comme le chef d'orchestre Leonard Bernstein et la chanteuse d'opéra Heather Harper. Le moment fort fut une séance d'enregistrement partiellement en direct avec les Beatles, où les Fab Four ont ajouté voix, basse, guitare, batterie et orchestre aux pistes de fond de leur classique All You Need Is Love. Cet épisode de Time Live vous est présenté par... Qui a le temps de cuisiner quand on écrit l'histoire ? Le Kentucky Fried Chicken du Colonel Sanders est délicieux et très pratique. On en trouve facilement dans le quartier. Lady Godiva n'a pas préparé le dîner. Pourquoi le feriez-vous ? Vous entrez dans l'histoire. Le premier véritable distributeur automatique de billets a été inventé par une équipe dirigée par John Shepard Baron, qui expliquait avoir imaginé un distributeur de barres chocolatées, mais avec de l'argent liquide à la place du chocolat. Sa première machine a été installée à la banque Barclays à Enfield, nord de Londres, le 27 juin, et pour faire de la publicité, la première personne à l'utiliser fut l'acteur anglais Reg Barney, alors célèbre pour son rôle de Stan Butler dans la série comique On the Buses. En parlant de l'Angleterre, le 4 juillet, le Parlement a adopté le Sexual Offences Act de 1967, légalisant les actes homosexuels consentis entre adultes en Angleterre et au pays de Galles, où ils étaient illégaux depuis le Moyen Âge.
La loi sera ensuite étendue à l'Écosse en 1980 et à l'Irlande du Nord en 1982. Je suis presque certain que la personne qui l'a fait était droitière. Et alors? Vieux Harve est gaucher, chef. En ville, tout le monde le sait. Oui, c'est compris, chef. Harvey est gaucher. Tu es sûr de toi, Virgile? Virgile, c'est un nom étrange pour un garçon de Philadelphie. Comment t'appelle-t-il là-bas? Il m'appelle Monsieur Tibbs. Le 14 août, le célèbre coiffeur Vidal Sassoon a été conduit en urgence au studio Paramount à Hollywood pour donner à Mia Farrow la coupe Pixie, tendance qu'elle porte dans le film Rosemary's Baby. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'as-tu fait à ses yeux? Il a gagné $5000 pour son travail. Après la mort de Sassoon en 2012, Mia Farrow a déclaré qu'elle s'était coupé les cheveux elle-même quelques jours plus tôt et que Sassoon les avait seulement égalisés. Toute cette histoire était en fait un coup de pub organisé par Roman Polanski pour promouvoir le film. Le fugitif s'est terminé le 29 août, lorsque Richard Kimball et le lieutenant Gérard ont enfin affronté l'homme manchot qui avait tué la femme de Kimball. Tu as tué ma femme, non? Oui, je l'ai tuée. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir. L'épisode a été regardé par 78 millions de téléspectateurs, soit 46% de tous les foyers américains. Depuis lors, la finale de la mini-série Racine et les derniers épisodes de Cheers et Moazes, H, sont les seuls épisodes scénarisés à avoir attiré un public plus large. En 1967, aucune personne de couleur n'avait encore été nommée à la Cour suprême des États-Unis. Mais le président Lyndon Johnson tenait à renforcer son héritage en droit civique. Alors, lorsqu'un siège à la Cour s'est libéré, il a nommé Thurgood Marshall, solliciteur général afro-américain. Je suis avocat et je représente le gouvernement des États-Unis et je le ferai du mieux que je peux. L'avocat qui a remporté l'affaire historique Brown vs Board of Education, qui a mis fin à la ségrégation légalisée dans l'enseignement public, serait confirmé le 30 août. Avant de choisir Marshall, Lady Bird, la femme de Johnson, avait proposé de nommer une femme. Pourtant, cela n'a pas eu lieu et la Cour devra attendre avant d'avoir sa première femme juge. Cette juge serait Sandra Day O'Connor. Ancienne juge de l'État d'Arizona et élue de l'Arizona, Sandra Day O'Connor a été nommée par Ronald Reagan et confirmée à l'unanimité par le Sénat le 21 septembre 1981. En tant que première femme à être nommée juge à la Cour suprême, je suis particulièrement honorée. Et je partage volontiers cet honneur avec des millions de femmes américaines d'hier et d'aujourd'hui. Bienvenue dans notre toute première émission. Je suis vraiment ravie et très heureuse que vous soyez tous avec nous. Pouvez-vous éteindre les lumières pour que je voie? Oh! Si vous avez la moindre question à poser, n'hésitez pas. C'est tout le temps dont nous disposons pour l'instant. Le 17 septembre, la même nuit où Jim Morrison a snobé Ed Sullivan, Keith Moon a endommagé l'oreille de Pete Townshend. Ici, le gars joue de la batterie n'importe comment. Comment tu t'appelles? Keith. Keith, mes amis m'appellent Keith et appellent John. The Who passait dans l'émission Smothers Brothers Comedy Hour pour jouer leur tube My Generation, et Moon avait prévu de terminer la chanson en faisant exploser sa grosse caisse avec de la poudre à canon. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, mais à la télévision, il a mis plus de poudre que d'habitude. Quand la charge a explosé, Pete Townshend était à 1 mètre. L'explosion a enflammé ses cheveux et endommagé définitivement son audition. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Rien ne l'enlève comme Noxima Medicikuta. Enlevez-le. Enlevez tout. Rien ne l'enlève aussi bien que à quel point vous rasez-vous de près. Pour rivaliser avec l'aviation, Cunard a choisi de remplacer ses anciens navires amiraux, le Queen Elizabeth et le Queen Mary, par des modèles plus récents mais plus petits. Le QE2 a été lancé le 20 septembre et il a été baptisé par la reine Elisabeth II elle-même. J'ai nommé ce navire Queen Elizabeth II. Pourtant, Cunard affirme que ce navire n'est pas nommé d'après elle, mais qu'il s'agit simplement du second à porter le nom Queen Elizabeth.
Le 20 octobre, les cinéastes Roger Patterson et Robert Gamlin tournaient un pseudo-documentaire sur des cow-boys à la recherche du Bigfoot dans les forêts du nord de la Californie lorsque l'un d'eux aperçut la créature elle-même. Ils ont réussi à filmer quelques images tremblantes du prétendu Sasquatch et au cours des décennies suivantes, ce film a bénéficié d'un énorme retentissement médiatique, tant de la part des croyants que des sceptiques, donnant à la légende une attention qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Mohammad Reza Pahlavi est devenu le Shah d'Iran en 1941, mais ce n'est qu'en 1967 qu'il a été couronné Shahin-Shah, ou roi des rois. Selon l'homme lui-même, il estimait ne pas mériter ce titre jusque-là parce que son pays avait été tellement appauvri. Cependant, la richesse pétrolière croissante du pays a tout changé et le Shah a finalement été couronné roi le 26 octobre mi-Andakhr. Le 26 octobre était aussi le jour où le futur candidat à la présidence, John McCain, effectuait sa 23e mission de bombardement au-dessus du Nord-Vietnam lorsque son avion a été abattu. John McCain a été capturé et emprisonné dans le tristement célèbre camp de prisonniers de guerre appelé Hanoi Hilton, où il a été torturé jusqu'à tenter de se suicider et a accepté d'enregistrer une vidéo de propagande pour ses ravisseurs. Je voudrais juste parler. De quoi? Ne te rétablis pas. Il a finalement été libéré après 5 ans et demi, le 14 mars 1973. Tu vas t'habituer à porter ces chaînes avec le temps, Lou, mais tu n'arrêteras jamais d'entendre leur cliquetis. Elles vont te rappeler ce que je n'ai cessé de te dire. Ça ne sert à rien. J'aimerais que tu arrêtes d'être aussi gentil avec moi. Kevin. Laisse faire! Ce que nous avons ici, c'est un échec de communication. Le 9 novembre a vu la sortie du premier numéro du magazine Rolling Stone, fondé à San Francisco par Jan Wenner et Ralph G. Gleason, grâce à $500 empruntés aux parents et futurs beaux-parents de Wenner. Le magazine promettait de couvrir la musique, la politique et la culture populaire. Le rock'n'roll, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui dit... Amusez-vous. Ce premier numéro présentait John Lennon en couverture et il coûtait 25 cents. Mel Brooks a fait ses débuts de réalisateur avec la comédie The Producers, mettant en vedette Zero Mostel et Gene Wilder. Comment un producteur peut-il gagner plus d'argent avec un échec qu'avec un succès? Eh bien, c'est simplement une question de comptabilité créative. Il suffit de lever plus d'argent que ce dont vous avez réellement besoin. Selon Brooks, les dirigeants du studio ont trouvé cela de mauvais goût et ont initialement refusé de le sortir, surtout après l'échec lors de sa première à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Heureusement, Peter Sellers, initialement prévu pour le rôle de Wilder, a sauvé la sortie du film en publiant une annonce de soutien dans Variety. Des décennies après la sortie du film, David Gaffett persuadera Brooks de relancer les producteurs en comédie musicale à Broadway. Le spectacle, qui mettait en vedette Nathan Lane et Matthew Broderick dans les rôles tenus par Mostel et Wilder, a été présenté au St. James Theatre le 19 avril 2001 et Geffen avait raison. Ce fut un immense succès avec plus de 2500 représentations et un record de 12 Tony Awards remportés. Le 3 décembre, le docteur Christian Barnard a marqué l'histoire de la médecine en transplantant le cœur de la victime d'un accident, Denise Darville, dans le corps de Louis Washkansky, âgé de 54 ans. En 1964, un cœur de chimpanzé avait été transplanté avec un succès partiel chez un humain, mais le docteur Christian Barnard réalisa la première transplantation réussie d'un cœur humain sur un autre humain. Le système immunitaire de Louis Washkansky a été affaibli par l'opération et il est décédé seulement 18 jours plus tard. Cependant, Barnard a déclaré que c'était un succès parce que le cœur battait de lui-même sans l'aide d'une machine. C'était vraiment déchirant, lors de l'autopsie, de voir à quel point ce cœur était beau. Il avait une taille normale. Il n'est pas mort de la maladie pour laquelle nous l'avions traité. Le Concorde était un avion de ligne supersonique capable de voler à 2 fois la vitesse du son, et le premier modèle achevé a été dévoilé dans un aéroport à Toulouse, en France, le 11 décembre an. Malgré cela, son vol inaugural n'aurait lieu que le 2 mars 1969, et il ne commencerait officiellement le service commercial transatlantique qu'en 1976. Dr Brandis sera ici pour le dîner. Matt, qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, Chris, si tu ne m'expliques pas dans les prochaines minutes à quoi vous jouez tous les trois... Explique-le, monsieur. Drake, tu peux. Eh bien, vas-y, explique-nous. Johanna et moi ne nous sommes pas simplement rencontrés à Hawaï. Nous avons passé pas mal de temps ensemble après notre rencontre. Et
Eh bien, nous avons eu ce problème. Je suis amoureux de votre fille. Le pont de Point Pleasant, aussi appelé le Silver Bridge pour sa couleur, était un pont suspendu sur la rivière Ohio en Virginie occidentale. Mais le 15 décembre 1967, il s'est effondré pendant l'heure de pointe, tuant 46 personnes. Une enquête attribuerait la catastrophe à la défaillance d'une seule barre à œil fissuré. Cependant, l'auteur John Keel relierait l'effondrement à une créature alors peu connue appelée le Mothman, en les associant dans plusieurs de ses livres, dont Les prophéties de Mothman, publié en 1975. Le lauréat, avec Dustin Hoffman dans le rôle de Benjamin Braddock, un jeune diplômé d'université récemment séduit par Madame Robinson, une femme plus âgée interprétée par Anne Bancroft. Pour l'amour de Dieu, Madame Robinson, nous y voilà. Vous m'avez fait entrer chez vous. Vous m'offrez un verre, vous mettez de la musique. Vous me parlez maintenant de votre vie privée et dites que votre mari ne rentrera pas avant des heures. Alors, Madame Robinson, vous tentez de me séduire. Il est sorti le 21 décembre et est devenu le plus gros succès au box-office de 1967, recevant 7 nominations aux Oscars et remportant finalement l'Oscar du meilleur réalisateur pour Mike Nichols. Il bénéficiait également d'une bande-son du duo folk-rock Simon et Garfunkel, comprenant des titres déjà sortis comme The Sound of Silence, ainsi que des chansons inédites comme l'emblématique Mrs. Robinson. Enfin, le 31 décembre, le cascadeur à moto Evel Knievel a tenté de sauter 43 mètres au-dessus des fontaines du Caesars Palace Casino avec sa moto. Une cascade très médiatisée a attiré une foule immense et, un instant, tout semblait bien se passer. Cependant, la roue arrière de Knievel a heurté le bord de la rampe d'atterrissage, projetant le cascadeur au-dessus du guidon et le plaquant violemment sur l'asphalte. Il a survécu, mais l'accident lui a laissé une commotion cérébrale ainsi que de graves fractures au bassin, au fémur, au poignet et aux chevilles. Et c'est ainsi que s'est terminée l'année 1967. Rolling Stone devenait une force majeure de la musique, Mel Brooks une légende de la comédie, et Evel Knievel se dirigeait vers l'hôpital. Mais les années 60 avaient encore beaucoup à offrir. On se retrouve ici pour 1968. Alors, qu'en pensez-vous? Et lequel de ces sujets avez-vous trouvé le plus intéressant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de la série Timeline.